Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc, il est 18 heures. Bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 23 mars 2021, au sommaire ce soir. Le centre-ville de Chambéry est le deuxième plus dynamique de France pour une commune de moins de 100 000 habitants. C'est en tout cas ce qu'il ressort d'une étude dont les résultats ont été présentés ce lundi. En 2020, plus de 2 millions de passages de piétons ont été enregistrés dans la cité des Ducs de Savoie, malgré les deux confinements. Et puis direction Saint-Pierre-en-Faucigny pour le premier épisode de notre série de la semaine consacrée aux entreprises qui ont choisi le bio. Focus ce soir sur la société Les Trois qui met en avant les producteurs locaux grâce à sa cuisine centrale et sa légumerie. On commence ce journal par une bonne nouvelle pour Chambéry. Selon une étude dévoilée ce lundi, le centre-ville de la préfecture de Savoie est le deuxième le plus dynamique de France pour une commune de moins de 100 000 habitants. La cité des Ducs de Savoie, qui se classe derrière Villefranche-sur-Saône et devant Pau, a de quoi se réjouir. En 2020, malgré deux confinements et un couvre-feu, Chambéry a enregistré plus de 2 millions de passages de piétons par mois. Emmanuel Jaude nous en dit plus. Dans les rues de Chambéry-Centre, les piétons viennent de permettre à la Cité des Ducs de se classer deuxième du palmarès des centres-villes les plus dynamiques de France. C'est ce qu'explique une étude menée par l'Association des villes de France et la société MyTraffic, leader européen de l'analyse des flux piétons, et qui vient de révéler ces chiffres pour l'année 2020. Plus qu'une étude, il faut parler d'outils. C'est des outils de suivi et de comptage des flux piétons. Donc c'est à partir des smartphones, du big data. Donc c'est des données qui sont anonymisées. Vous, moi, quand vous avez votre smartphone, vous êtes en gros suivi. Et donc ça permet à ces sociétés, de manière toujours anonymisée, de suivre précisément les parcours piétons pour, comme je vous le disais tout à l'heure, permettre d'avoir un suivi, une observation au service de l'action et donc de l'ajustement de nos politiques publiques. Uniquement précédée de Villefranche-sur-Saône qui remporte donc ce classement, la ville de Chambéry peut en effet se féliciter d'avoir conservé 72% de son attractivité par rapport à la période avant la crise sanitaire. Nous avons 2 100 000 passagers mensuels dans le centre-ville de Chambéry. Cela montre qu'on a un centre-ville attractif. Je pense qu'il y a son patrimoine. Il y a l'offre commerciale et des dispositions qui ont été prises par la collectivité locale pour favoriser le fait de venir dans Chambéry. Comme par exemple, ça a eu débat entre nous de ne pas rendre gratuit le stationnement pendant le second confinement, car nous avions la conviction que la gratuité se traduirait par des véhicules ventouses et du coup, c'est moins de commerçants qui peuvent avoir un débouché pour le click and collect ou pour acheter des repas entre midi et 2 par exemple. Une bonne nouvelle pour les élus, qui plus est qu'aucune autre ville de Savoie-Mont-Blanc n'entre cette année dans ce top 30 qui recense toutes les villes françaises de moins de 100 000 habitants. Un mot de politique, Séverine Munier va rester à la tête de la Balme de Sillingy en Haute-Savoie. Le Conseil d'État a validé le résultat de l'élection municipale du 15 mars 2020 après avoir rejeté la requête du tribunal administratif de Grenoble qui demandait l'annulation des élections. Pour rappel, le 15 mars 2020, Séverine Munier, ancienne première adjointe, avait battu François Davier, le maire sortant. Comme l'an dernier, les manifestations commencent à être annulées les unes après les autres à cause de la situation sanitaire. Pour la deuxième année consécutive, les grandes médiévales d'Andilly n'auront pas lieu. Pour l'organisation, l'édition 2021 est, je cite, irréalisable dans un contexte sanitaire aussi précaire. Mais une nouvelle date a déjà été avancée et le prochain rendez-vous est fixé au mois de juin 2022. Depuis 2012 et le premier plan de protection de l'atmosphère de la vallée de l'Arve, chaque hiver, l'autoroute qui traverse la vallée est limitée à 110 km/h afin de réduire les émissions de polluants. À quelques jours de la fin de mesure, le 31 mars, un contrôle d'ampleur était organisé ce lundi après-midi par la gendarmerie. Durant les 3 heures de surveillance, 19 infractions à la limitation de vitesse ont été constatées, dont 7 ont donné lieu à des rétentions de permis avec des dépassements de plus de 40 km/h, le record étant une vitesse de 184 km/h au lieu des 110 autorisés. Depuis le 1er novembre 2020, une centaine de contrôles a déjà eu lieu. On écoute Bruno Charlot, le sous-préfet, au micro de Fanny de Buisson. Aujourd'hui, c'est l'occasion de rappeler l'importance de cette mesure qui permet de lutter contre la pollution de la vallée à laquelle les Hauts-Savoyards sont légitimement très sensibles. Mais on se rend compte que parmi les gens verbalisés, il y a beaucoup de Hauts-Savoyards aussi. Ça devrait permettre de méditer un peu. Quand on rentre dans la vallée, quelle que soit la manière dont on y rentre, c'est 110 et c'est clairement apparent. Les panneaux de signalisation sont bel et bien présents au bord de la route. Le reste, ce sont des fables. Ce sont des gens qui n'acceptent pas cela, alors que nous savons que le 110 est important dans la limitation de la pollution due à l'axe routier. Et au-delà du fait que le 110 contribue à limiter la pollution dans la vallée, il y a aussi un impact sécurité routière.
12 000 personnes par an sont verbalisées par les forces de l'ordre pour excès de vitesse dans le département. Et on sait que la vitesse est la cause de 40% des accidents mortels. Bon, ça aussi, ça doit faire réfléchir. Et depuis 10 ans, quoi qu'en disent certains, la pollution dans la vallée de l'Arve diminue régulièrement. Le 12 septembre dernier, des militants d'Extinction Rebellion avaient mené une action de désobéissance civile à l'aéroport d'Annecy à Mété. Déguisés en légumes, les militants avaient pénétré sur les pistes pour dénoncer le projet de renouvellement de bail de l'infrastructure. Une opération qu'avait couvert Gérard Fumex, journaliste et rédacteur en chef de Libre Info. Ce mardi matin, un activiste et Gérard Fumex comparaissaient devant le tribunal de police pour avoir pénétré sans raison légitime sur un terrain privé. Un rassemblement de soutien avait lieu devant le palais de justice d'Annecy. Le ministère public a requis 200 € d'amende dans les deux cas. L'affaire a été mise en délibéré et le jugement sera rendu le 27 avril prochain. On écoute Jean-Marie Hubert et Gérard Fumex rencontrés ce mardi matin. On assume tout à fait le fait que c'est une action de désobéissance civile, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est hors la loi quelque part. Il y a un contexte là derrière, le contexte c'est celui du dérèglement climatique évidemment. Le contexte particulier d'Annecy avec beaucoup de pollution liée au transport. Le fait que nous les activistes et disons environnementalistes, écologistes, on est tout à fait conscient que ce que fait le gouvernement n'est pas suffisant. La convocation indique d'avoir pénétré de façon illégitime, et le mot est important, sur le territoire de l'aérodrome et d'avoir déployé des banderoles. Voilà ce qui nous est reproché. Et ce qui est étonnant, c'est que justement le journaliste, lui, a exactement la même convocation. Et évidemment, il n'était pas activiste, évidemment, il n'a pas brandi de banderole. Donc voilà, ça c'est une interrogation. Je ne comprends pas pourquoi, en tant que journaliste, on considère que je deviens un délinquant, si on peut dire. On demande la relaxe, c'est évident. Mais dans l'hypothèse où j'ai une amende, on pourra dire qu'aujourd'hui, informer devient un délit. Et je crois que dans le contexte aujourd'hui, c'est très grave, car l'ensemble des journalistes sont aussi concernés. Au niveau de la profession, il y a vraiment une inquiétude aujourd'hui de voir notre métier mis au pas par les pouvoirs politiques, et ça, nous le refuserons totalement. On reparle du désenclavement du Chablais à partir d'avril 2021. Un important programme de reconnaissance géotechnique et hydrogéologique va être mis en place dans le cadre de l'autoroute Machilly-Thonon. Ces études d'une durée de 5 mois auront lieu sur 8 communes du Chablais: Allinges, Brantôme, Fessy, Loisin, Lully, Margencel, Périgny et Bon-en-Chablais. Les travaux porteront sur des sondages, des essais de pompage et la pose de piézomètres. On passe à notre série de la semaine consacrée aux entreprises qui ont fait le choix du bio. Direction Saint-Pierre-en-Faucigny pour commencer. La société Les Trois a fait le choix de mettre en avant les producteurs locaux à travers une cuisine centrale qui propose également à la vente des produits frais fabriqués dans sa légumerie Les Saisons. La formule est gagnante puisque la cuisine centrale dessert aujourd'hui déjà près de 250 établissements scolaires et crèches. Alors pour connaître la recette de leur succès, Marine Schneider est allée à la rencontre de ces cuisiniers qui ont fait le pari du local et du bio dans l'assiette. Reportage. Il est 9h et dans cet atelier de cuisine, on s'active. Fruits, légumes, fromages. Ici, pour livrer les cuisines collectives, on épluche, on découpe et rien de plus. On est vraiment sur un produit 100% fruits, uniquement issu des pommes. Alors on fait la pomme aussi, on fait la pomme myrtille, on fait la pomme potimarron, on a plusieurs recettes. On a la chance dans la région d'avoir beaucoup d'offres en pommes locales, bio ou pas. Généralement la pomme, on est plutôt sur le bio, qu'on trouve relativement facilement dans la région. Donc on a développé beaucoup de filières avec des coopératives, des agriculteurs. Née il y a 2 ans, la légumerie Les Saisons est la sœur cadette des 2 cuisines centrales de la société Les Trois. Fondée en 2010, l'entreprise défend les pratiques de la cuisine traditionnelle à partir de produits bio, dont 70% sont issus de l'agriculture locale. Le produit frais est le bon produit, c'est ce qui génère la bonne cuisine. Voilà, donc le plus simple pour nous, c'était d'aller se tourner vraiment vers des spécialistes, donc des producteurs de proximité, qui allaient nous proposer des produits en pleine saison et d'excellente qualité. Et pour cuisiner au rythme des saisons, ils se fournissent auprès des producteurs les plus proches, à moins de 100 km de leurs ateliers, même si parfois ce responsable admet compléter leur offre de fromage en Franche-Comté, car leur rôle, c'est aussi d'éveiller les jeunes papilles dans les cantines avec des produits de qualité. Nous, on cherche à faire consommer des fromages qui sont jeunes, qui permettent aux enfants de découvrir des goûts différents,
mais qui ne sont pas des goûts qui peuvent les rebuter ou les empêcher de manger. La finalité est bien que les enfants mangent tout ce qu'on leur propose au repas, et pour ça, il faut qu'on aille trouver des fournisseurs qui comprennent ça et qui sont capables de nous fournir des fromages qui sont adaptés à ces jeunes palais d'enfants. On est dans une forme d'économie circulaire au Savoyard, c'est-à-dire l'objectif il est d'utiliser un maximum les ressources locales des pays de Savoie pour les redistribuer, alors soit sur des enfants, mais c'est aussi sur un public d'adultes. Hein. Et l'objectif, c'est de faire découvrir tous les produits que l'on peut trouver en pays de Savoie. Une façon de faire découvrir les produits du terroir aux enfants, mais aussi aux personnes âgées, puisque l'entreprise fait aussi du portage à domicile. Et plus récemment, une nouvelle clientèle émerge. Alors on a deux demandes, à la fois les parents des enfants qui mangent très bien à la cantine et donc qui veulent retrouver leurs produits dans des magasins pour pouvoir les acheter et en consommer aussi le week-end ou quand les enfants sont à la maison. Et il y a aussi la demande du consommateur final qui effectivement cherche de plus en plus des produits locaux, des produits bio, un circuit court. Une tendance qui semble prendre racine en pays de Savoie. Et avis aux gourmands, des ateliers de cuisine devraient bientôt voir le jour, ici, à la Légumerie. On termine ce journal avec de la culture et l'Abrèche Festival 2021 qui aura bien lieu cette année. Un événement que nous avons le plaisir de vous proposer sur notre antenne. Et pour en parler, je suis en liaison vidéo avec Antoine Thiollier. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui, je vous entends. Vous êtes le délégué général et artistique de l'Abrèche Festival. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre événement? Alors l'édition cette année, elle a un format un peu particulier qui était imprévu il y a quelques semaines encore. Ça a fonctionné très simplement avec 2 lives, dont le premier ce soir sur 8 Mont-Blanc, 4 vidéos musicales tournées principalement à Aix-les-Bains et 4 matinales radio qui permettent d'aller plus loin, d'interviewer les artistes, de les rencontrer un peu plus. Et tout ça est accessible en ligne sur 8 Mont-Blanc et sur le site internet du festival. J'imagine qu'il y a chez vous et chez vos équipes une vraie fierté d'avoir pu organiser cette édition 2021, vu le contexte. Alors on est très fiers effectivement, je trouve que l'édition a conservé sa cohérence par rapport à l'édition qu'on avait prévue. Malheureusement, on a une petite teinte c'est la situation qui veut ça. On n'est pas tout à fait, on peut pas dire qu'on est complètement satisfait de ne pas accueillir du public. On a dû renoncer à inviter certains artistes. Donc tout ça avait une petite note mélancolique, mais on est très content de démarrer ce soir avec tous ces projets, tous ces programmes qui, je pense, vont beaucoup plaire et vont présenter des choses très différentes les unes des autres et ça va être une belle fête de retrouver les gens. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué justement à mettre en place? Le plus compliqué, c'est ce que vous allez voir ce soir, c'est-à-dire les lives, les plannings de tournage, l'accueil des artistes dans des conditions sanitaires optimales, maximales même, je dirais, dans les résidences. Tout le monde s'est plié en quatre pour que ça fonctionne. Et on est très heureux, parce que pour le moment, ça fonctionne, il n'y a pas de couac. On sait que le monde de la culture est en vraie souffrance. Les rassemblements se font de plus en plus présents, enfin en tout cas fréquents dans les établissements. Ça doit faire du bien de pouvoir proposer de la culture, de l'art, de la création. Ça fait du bien. Nous, on a fait le choix de jouer malgré tout. On n'est pas complètement certain de s'en sortir financièrement cette année, mais c'était important de jouer et de s'associer aussi en fait à toutes les personnes qui sont mobilisées en ce moment pour faire entendre ces revendications sur la culture et plus généralement sur tout le reste de la société en fait, puisque on n'en peut plus de vivre dans ces conditions-là et on a besoin de pouvoir retrouver une vie culturelle normale et une vie normale tout court. J'imagine que c'était aussi important pour vous de pouvoir proposer à votre public et aux artistes une édition qui n'est pas uniquement numérique. C'était important. On essaye de rendre possible des rencontres informelles, physiques, d'envoyer des choses. On édite à la fin du festival un atlas qui est un petit souvenir livresque du festival et qui sera accessible à tout le monde. Tout le monde pourra recevoir, avoir chez lui. Et c'était important aussi pour nous de pouvoir diffuser avec le partenariat avec 8 Mont-Blanc à la télévision et à la radio, partenariat avec Radio Semnoz, pour que ce soit accessible au plus grand nombre cette année et gratuit. Et voilà, que ça nous permette de rencontrer un certain nombre de publics local, puisque le territoire du festival, c'est pas Facebook, c'est pas YouTube, c'est pas Vimeo, c'est vraiment la Savoie. Et du coup, avoir des partenaires comme 8 Mont-Blanc et Radio Semnoz et France Bleu, c'est vraiment des partenaires qui nous tiennent à cœur pour cette édition numérique, pour qu'elle soit vraiment la plus savoyarde possible. Antoine, on va tout de suite écouter un extrait du duo Fiona Mombé-Pierre Cussac, un concert que nous vous proposons ce mardi soir à 20h30 en direct sur 8 Mont-Blanc.
On retourne du côté de Chambéry où nous attend cette fois Romain Louveau, le directeur musical de la Brèche Festival. Bonjour. Bonjour. J'imagine que pour vous, en tant que directeur musical, ça a dû être un long, épineux, laborieux travail que d'arriver à faire une programmation cohérente dans ces conditions. Oui, bien sûr. Nous, on a annulé le festival l'année dernière. Le confinement a été décrété à la veille de la première répétition du festival. C'était très, très émouvant et très dur pour nous. Et on a longtemps espéré qu'on pourrait rejouer dans des conditions normales cette année. Et puis, lorsqu'on a compris en fait qu'on n'y arriverait pas, qu'on ne nous autoriserait pas à le faire, on a longtemps hésité et puis on a eu ce déclic avec des partenariats locaux, avec la 8 Mont Blanc, avec Radio Semnose. Et en fait, on a compris que le numérique, c'était peut-être une chance, cette édition, d'aller toucher des publics auxquels on ne s'attendait pas, des publics qu'on n'avait pas touchés avec les éditions précédentes. Et ça, c'est un peu le cœur de l'identité du festival. Donc, quelque part, on a retrouvé quelque chose de notre projet malgré la situation sanitaire. Pour les connaisseurs, dites-nous un petit peu quelles seront les têtes d'affiche de ce festival 2021 ? Je pense que ce soir, on ouvre quand même avec deux musiciens exceptionnels. Fiona Monbet, qui s'illustre à la fois dans le jazz, maintenant aussi dans sa carrière de chef d'orchestre, et Pierre Cussac, qui est un accordéoniste, un compositeur, un arrangeur vraiment absolument génial, qu'on peut voir dans de nombreux projets. C'est compliqué de résumer les têtes d'affiche. On essaie justement d'avoir des artistes qui sont dans des carrières très très différentes et de réserver beaucoup de surprises justement. C'est quoi l'ADN musical de la Brèche Festival ? On a commencé évidemment avec beaucoup de musique classique, mais je pense que le festival il ressemble beaucoup à de nombreux artistes de ma génération qui ont des formations multiples, qui ont de la curiosité sur beaucoup de styles et qui sont capables de faire des mélanges. Et au lieu de les enfermer dans un genre, on essaie plutôt de leur donner des formes de concert, parfois un peu atypiques, mais qui permettent de se réaliser en fait dans toute cette polyvalence. Et donc le festival d'année en année devient de plus en plus multiple et accueille de plus en plus de formes et de styles différents, soit même des formes de concert, de la danse, du théâtre ou des styles musicaux. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Le fait que ce soit un festival itinérant, c'est aussi une vraie force, j'imagine ? Oui, évidemment, il y a les contraintes. Une résidence, c'est très important pour nous que les artistes se retrouvent en Savoie, prennent le temps de travailler ensemble. Donc on a commencé sur Aix-les-Bains, on est sur Chambéry, et puis là, la crise nous a un petit peu freiné, mais on a réussi cette année à jouer à Albertville, au Dôme. On va filmer un concert dans la charpente du théâtre. Et ça marque bien que plus on avance, plus on arrive à réaliser ce rêve de pouvoir se déployer dans toute la Savoie. Et c'est très important pour nous et on va vraiment continuer à le faire. Merci beaucoup Romain Louveau, merci également à Antoine Thiollier. Je rappelle ce soir à 20h30 la diffusion du concert de Fiona et de Pierre Cussac. Fiona Monbet et Pierre Cussac. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paume, place à Panorama. Et au deuxième épisode de la semaine, l'émission est consacrée à la précarité grandissante. Et Fenêtre de Buisson reçoit 2 responsables du Secours populaire. Je vous retrouve mercredi pour un nouveau journal. Prenez soin de vous et passez une très belle soirée.